Merci, vous avez vu, on a un chouette Jean Mineur là pour la projection de ces films avec cette petite mamie toute douce en marge d'une manif qui respire la culture et la santé politique. Elle me fait toujours plaisir à voir, je la trouve émouvante. Bienvenue au Café Collapse, il y a plein de gens que j'ai pas l'habitude de voir ce soir. Alors je me suis permis, en attendant que les derniers à servir une bière puissent rentrer, on a encore un petit peu de place. Je me suis permis de mettre quelques minutes pour vous expliquer ce que c'est les Cafés Collapse et puis pour remercier Tancred de venir accepter, enfin d'avoir accepté de venir projeter les épisodes 3 et 4 d'Histoire de l'anarchisme dans ce contexte, parce que c'est peut-être pas les réseaux auxquels il est habitué. Pour tout vous dire, moi j'avais eu la chance de voir les épisodes 1 et 2 pratiquement dès la sortie du banc de montage à Grenoble dans des réseaux anars, et j'en profite parce qu'il y en a sûrement dans la salle pour les remercier d'avoir organisé ça. C'est ça qui m'avait permis de rencontrer les utiles documentaires de Tancred, utiles parce qu'il revisite l'historiographie de l'histoire des idées politiques et il réhabilite bien des choses qui ont été, je pense, invisibilisées pour des raisons qu'on pourra évoquer ensemble avec Tancred et qui seront toujours évoquées après. Mais quand même 5 minutes sur les Cafés Collapse, et puis pourquoi je pense qu'il y a une vraie cohérence une intrication entre l'histoire de l'anarchisme et les Cafés Collapse. Alors d'abord, la collapsologie, c'est quoi ? Vu de ma fenêtre, je vais essayer d'assumer un jeu, c'est pas par ego, mais c'est parce que je pense que c'est important par rapport à ce que je vais vous expliquer par la suite, d'assumer qu'il y a une subjectivité, il y a des choses qui sont pas encore vraiment bordées. La collapsologie, c'est quoi ? C'est ce qu'on fait quand on a fait le constat de la faillite, pour simplifier, on va dire de la faillite écologique du monde, et qu'on essaye de réfléchir sérieusement aux causes de cette faillite, dont un certain capitalisme prédateur, et puis qu'on essaye de regarder un petit peu devant nous pour imaginer ce que pourraient être des aménagements qui auraient du sens et qu'est-ce qu'on devrait faire autrement. Voilà, c'est des gens qui réfléchissent aux probabilités et aux modalités des effondrements à venir, je pense, maintenant on peut le dire en prenant moins de gants qu'il y a 3 ou 4 ans, pour nos sociétés. Alors on a été un peu moqués, on est un troupeau de chats, c'est ça que je vais vous raconter. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la collapsologie et qui ne s'entendent pas entre eux. Et c'est déjà un premier écho avec notamment ce que j'ai cru comprendre à travers le visionnage des documentaires de Tancred, en particulier avec les anarchistes du début du 19e, où il y avait comme ça des courants, des débats, des lignes de force et d'échange, et puis des fois de dissension entre des courants anards. Puis encore une fois, l'autre point commun, c'est que les collapsos ont été pas mal caricaturés et moqués. Ils le seront moins, je pense, à l'avenir. C'est un petit pari prospectif. Alors, les cafés collapses, c'est quoi ? C'est une espèce de, allez, je vais prendre un grand mot, mais une espèce de société savante qui se réunit à Grenoble. On invite des gens pour parler de différents sous-rubriques comme ça de cet effondrement. Alors à Grenoble en particulier, on en est à une trentaine de séances, et puis on fait venir des experts et on se veut une université populaire assez descendante, hein, donc elle n'est pas si populaire que ça. Elle est populaire dans la mesure où elle est gratuite, elle est populaire dans la mesure où c'est autogéré, elle est populaire dans la mesure où on ne veut pas être constitué en association et on fonctionne avec la bonne volonté des gens. Ça, peut-être que ça nous rapproche aussi d'une certaine culture, je ne sais pas s'il faut dire libertaire, anarchiste, mais elle n'est pas si populaire que ça, dans la mesure où les gens qui viennent, il y a une certaine légitimité, ils sont cooptés, donc voilà, on peut être challengé là-dessus. Ça, c'est ce qu'on a fait sur les 3-4 années précédentes. On s'est créé presque en même temps que les Gilets jaunes, juste avant les Gilets jaunes. C'était le premier Café Collapse, c'était la journée d'Halloween avant les Gilets jaunes, et la dernière fois qu'on a eu une assemblée aussi pleine ici même, c'était quand on avait fait une séance qui s'appelait La fin du monde et la fin du mois se parlent, avec des copains qui sont là dans la salle. On était allé à la rencontre des Gilets jaunes et puis on les avait invités à venir parler d'écologie. Enfin voilà, c'était une belle rencontre, pas si facile que ça à organiser,
Mais c'était une belle rencontre, un beau souvenir. Et puis plus récemment, pour vous donner une idée de ce qu'on a fait, on a fait des choses sur l'hyper-sophistication de la médecine et les risques auxquels ça nous met, la gabegie énergétique qu'il y a à travers la fabrication de la médecine. On a fait des choses sur pour expliquer comment se fabrique un bilan carbone. J'ai proposé une initiation à la collapsologie. Si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas encore, c'est pas de l'ego, mais je vous invite à retourner. Tout ça, c'est sur YouTube, ou ça sera sur YouTube. On a accueilli Vincent Mignereau qui a répondu aux questions du lectorat pour son nouveau petit opus, L'énergie du déni. Emmanuel Pont, pareil, un échange avec les lecteurs sur son livre Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? Titre un peu plus provocateur que ne l'est le contenu. Avec Gabriel Jourdan, on avait fait une synthèse des Global Risk Report, du coup incidemment une présentation de ce que c'est le Forum économique mondial. Catherine Ritz sur les boucles de rétroaction positive et sur les points de bascule du système climatique. Le dernier en date, c'était Laurent Testo sur Jared Diamond et donc la notion d'effondrement et les interactions entre Jared Diamond et l'histoire environnementale. Et puis ce soir, alors je suis très content, Tancred Ramonet, que je vais vous présenter et qui se présentera aussi, et que vous connaissez déjà sûrement largement, pour Histoire de l'anarchisme. Et encore une fois, pourquoi Histoire de l'anarchisme ? Ce qui est à venir, donc, c'est pareil en termes de fibres et de couleurs des cafés Collapse à Grenoble, c'est quand même un peu plus centré sur l'anthropologie. Dans ceux qui sont à venir, il y aura notamment, je pense, quelque chose sur la prospective des formes de conflit et les formes de sécurité civile. La géopolitique, un peu de géopolitique, et puis les stratégies de résilience. Voilà, c'est ça les cafés Collapse. Donc comme je vous le disais, si j'emprunte un peu du vocabulaire que j'ai butiné dans les documentaires de Tancred, ça ressemble quand même à une sorte de causerie écologique autogérée. Encore une fois, si on n'est pas constitué en association, il y a une raison pour ça. C'est notamment parce que, que je développerai pas là, ça à la limite c'est notre cuisine, mais on a des éléments, peut-être pas suffisamment, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont émerger, d'une certaine culture libertaire. Alors une histoire de l'anarchisme avec Tancred Ramonet, avec François. Donc Tancred s'est déjà présenté dans son très bon Thinkerview. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu. Il est réalisateur de documentaires, un très beau, je trouve émouvant sur l'histoire du bagne, et puis pas que, puis évidemment ceux qui étaient maintenant il y a 6 ans, les 2 premiers épisodes de l'histoire de l'anarchisme. Tancred, si tu veux te présenter, compléter cette présentation, qu'est-ce que je dois dire ? Et puis il fait du rock, punk un peu, électro-rock, un groupe qui s'appelle ACAB, comme le capitaine de Moby Dick, au moins autant que d'autres assonances. Et si vous voulez le remercier d'être venu, le chapeau qui tourne, là, il servira à soutenir à hauteur de nos moyens et de votre satisfaction la production de son prochain album. Les jingles dans l'histoire de l'anarchisme, c'est lui, là. Voilà. Très chouette, et puis donc il me fait le plaisir de passer une tête ici ce soir. Ce qu'on essaye de faire, on le fait de façon qui se veut sceptique et constructive, et puis on le fait avec, pour prendre des grands mots, avec le goût d'une fibre qu'on appelle le pluralisme radical. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on, en particulier pour les collapsos, que face au sérieux et à la gravité des sujets qu'on traite, avec le climat maintenant c'est facile à démontrer, mais ce n'était pas tant le cas que ça il y a 4 ans, et avec d'autres sujets, en particulier l'effondrement de la biodiversité, les risques auxquels nous met socialement le système financier, des considérations anthropologiques, les questions des déplétions, l'épuisement des ressources qui conditionnent, et puis plutôt qui expliquent l'impossibilité de la transition écologique. En fait, on se doit de faire attention à ce qu'on dit. La collapsologie, c'est pas une science, mais c'est une espèce d'essai de synthèse de plein de sciences différentes. Et on a du mal
on a du mal à le faire et puis on est des fois pris de vertige et puis surtout on se doit, je pense, face à cette difficulté-là, d'écouter autant de sources que possible dans le débat. Et il me semble que là aussi c'est un écho avec ce qu'a pu être l'histoire de l'anarchisme, en tout cas ce que j'ai compris à travers les 2 premiers épisodes d'Histoire de l'anarchisme. C'est une espèce de troupeau de chats. Donc il y a plein de courants, anarchistes individualistes, communistes libertaires, comme ça me vient. Voilà, et Tancred complétera ma description. Et en fait, on retrouve un peu encore une fois, on retrouve un peu la même chose chez les collapsos. Et les collapsos, tant et si bien que les collapsos, le premier, alors clin d'œil à nos amis d'Extinction Rebellion là, qui ont fait cette affiche en citant Kropotkin, en fait, revisite parce qu'on en a besoin pour imaginer le monde qui vient et y compris les aménagements institutionnels et politiques dans le monde qui vient, et puis pas que, en termes de, pour prendre un grand mot, de Weltanschauung, de représentation du monde, de renouvellement non seulement des récits, mais de notre représentation du monde, et du coup des formes institutionnelles qui auraient nos faveurs. En fait, on a avec l'histoire de l'anarchisme une mine pas si facile d'accès, à mon avis extrêmement riche et stimulante. Et du coup, encore une fois, clin d'œil à nos cousins d'Ixer. Cette affiche qui cite Kropotkin en disant « Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent ». Et puis, toujours dans les échos entre l'histoire des idées de l'anarchisme et puis la collapso, le deuxième livre majeur, pas le deuxième livre, mais le deuxième livre connu majeur de Pablo Servigne, L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui fait évidemment écho à l'entraide de Kropotkin. Alors, encore une fois, Tancred en parlera bien mieux que moi, et puis surtout et sans doute que dans la salle, il y a aussi des gens qui ont déjà plus que moi pratiqué ces textes et qui pourront compléter dans l'échange qu'on aura. Mais je crois comprendre que Kropotkin, en fait, réagit à l'émergence du darwinisme social en rappelant que non, la nature n'est pas que le lieu d'expression de la violence de l'un contre l'autre, et que il y a d'autres façons de comprendre le monde, ce dont s'est souvenu Pablo Servigne, qui lui se dit clairement libertaire, voire anard. Il a été contesté là-dessus dans le débat par d'autres, mais moi, le connaissant quand même un petit peu, je sais qu'il est sincère quand il dit ça, et je sais que ce qui l'anime, lui, c'est aussi, encore une fois, le renouvellement de notre Weltanschauung collectif pour imaginer le monde de demain, parce que c'est pas son but dans la vie, à Pablo, de mettre les gens en PLS quand ils donnent des conférences pour expliquer justement la faillite écologique du monde et les conséquences qui vont avec. Donc il a fait ça avec sincérité, lui et Gauthier Chapelle en particulier. Ça a fait objet de débat, tant et si bien qu'au début des cafés collapse, on a pu... alors là, c'était un prétexte, mais on a pu essayer de mapper, de cartographier les gens que lisent les collapsos pour essayer de savoir s'ils se déclaraient politiquement ou pas, oui, non. Et puis, la chance qu'on a eue, c'est d'en rencontrer certains dans l'espace des cafés collapses à Grenoble, de leur demander si on les avait mis au bon endroit sur la carte et de voir ce en quoi ça conditionnait justement les idées qu'ils allaient proposer. On l'a fait donc avec la littérature collapsologique francophone, mais on peut le faire aussi, alors là c'est plus pointu, je vous épargne les débats, ça a été fait par d'autres avec les gens qui réfléchissent aux modalités d'effondrement du côté des États-Unis. Et dans ce radar, le dernier cadran, ils se disent Green Anarchist. Pourquoi qu'est-ce que c'est finalement cette intersection on prend un peu de champ là par rapport à la collapsologie, mais entre la pensée écologique, la connivence entre les affinités électives entre la pensée écologique et puis l'anarchisme. Alors ça, c'est du côté des auteurs. Et puis les gens qui viennent, alors donc encore une fois, bienvenue à vous si vous n'êtes pas habitué au café collapse, mais les gens qui viennent dans les cafés collapse, on a fait des petits sondages anonymes, on a des bons outils pour faire ça.
relativement propre et il commence à être relativement significatif statistiquement. Mais en tout cas, le premier public des Cafés Collapse, il y a 3-4 ans, se déclarait un peu plus que d'autres choses libertaires ou d'extrême gauche. Il n'y a pas de gens de droite, ou très peu, dans les Cafés Collapse. Et puis, avec quand même majoritairement une certaine défiance par rapport à l'État et à ce que l'État peut. Je ne sais pas si ça a changé ou pas parce qu'on ne fait plus le suivi longitudinal de ces études et je dois dire que les sociologues ont un petit peu baissé leur ambition sur le suivi de la communauté collapso. Donc les auteurs collapso, enfin certains auteurs collapso ont une culture anarchiste et ils n'hésitent pas à mobiliser cette culture dans leur production collapso. Deux, le public des cafés collapse et il y a une surreprésentation des anards ou de l'extrême gauche dans le public des cafés collapse. Qu'en disent les anards légitimes patentés? En fait, ils nous aiment pas tant que ça. Eux, ils vont nous reprocher de dépolitiser le débat ou de trop mettre sous le tapis les questions de lutte contre le capitalisme au profit d'une espèce de fascination. Alors ça c'est mes mots, ça serait pas les leurs, mais ça veut dire ça, d'une espèce de fascination morbide justement face à l'effondrement du monde et de ses modalités. Donc là on a un exemple, un deuxième exemple. Donc voilà, un troisième exemple, je vous épargne les détails. Et quand on veut être encore plus méchant, on a des intellectuels là, qui ont encore plus pignon sur rue, qui nous expliquent que de la même façon que les origines de la pensée écologique au 19e étaient assez brunes, hein, c'est le côté folkliche de l'écologie qui a donné des tas de dérives un peu fâcheuses et une certaine fascination pour la biologie aussi, qui explique une partie des idées confèrent aussi des gens super intéressants par ailleurs, hein, comme Christian Ingrao ou Johan Chapoutot chez les historiens. Bon bref, vous avez Gaël Giraud qui explique posément dans certaines conférences que être collapso, c'est être pré-fasciste. Je sais pas, je pense pas, mais en tout cas, c'est des choses que j'ai entendues. Alors de la même façon, si on retourne l'argument, et j'en discutais avec Tancred juste avant qu'on commence, se pose aussi la question de l'autre côté de qui est reconnu anarchiste et comment dans ces troupeaux de chats, comment est-ce que finalement, comment est-ce qu'on a cette reconnaissance par ses pairs à l'intérieur d'une pensée qui est vivace, forte, clivante des fois. Alors il y a des noms que vous allez entendre, et puis il y en a d'autres que dans les épisodes 1 et 2 que je m'attendais à entendre, et puis qui n'étaient pas nécessairement là, à la fois faute de temps, puis ça s'est retrouvé dans les bonus, ce que Tancred me racontait. Là, ça sera le cas aussi ce soir, et puis aussi parce qu'il y a une ligne éditoriale, puis il y a un débat, il y a une complexité, et je reviens à cette question du pluralisme radical, et à mon avis, de l'intérêt de discuter y compris avec des gens avec lesquels on aura du mal à s'entendre. Mais là, je me souviens, par exemple, je l'ai découvert, merci, dans les bonus à ta rencontre à votre rencontre avec Noam Chomsky, mais Terence Podderly et des chevaliers du travail qui annonçaient bien des conquêtes sociales, enfin bien des réponses à la question sociale depuis les États-Unis, avant même l'invention des syndicats. Alors peut-être avec des échos qui peuvent paraître un peu décalés aujourd'hui, un héritage maçonnique certain, mais bon, moi je trouve ça intéressant. Stirner sur l'auteur de L'unique et la propriété, c'est compliqué aussi parce que il y a une espèce de revendication d'égoïsme radical qui finalement peut donner envie de le déqualifier. C'est un peu gênant cette revendication d'égoïsme. Nietzsche, c'est très compliqué puisque Nietzsche disait qu'il voulait, si vous voulez accéder à Nietzsche, qui voulait être la réconciliation de toutes les contradictions humaines. Et donc, il y a la place dans Nietzsche pour beaucoup d'interprétations dans pratiquement tout le spectre politique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une univocité chez Nietzsche d'un dégoût de l'État et d'une grande méfiance face à l'État qui le rend... qui autorise certaines lectures anarchisantes de son œuvre. Soro... je spoil pas, Soro, j'en dis pas plus.
Ayn Rand, pareil, c'est compliqué de mobiliser Ayn Rand et je pense qu'en France on n'est pas si à l'aise que ça pour comprendre la pensée libertarienne. Dans les très 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 dérangeants, mais il a une petite actualité récemment, évidemment Céline, qui a été perçu par Trotsky comme un anarchiste et qui s'est dit lui-même anarchiste, mais c'était une rhétorique de défense face au procès en fascisme qu'on lui a, à mon avis, légitimement fait. Mais donc c'est compliqué. Et puis dans ceux qui sont encore vivants, Ted Kaczynski, qui n'est pas qu'un mathématicien particulièrement doué, mais je vous laisse chercher si ça vous intéresse. Et c'est une forme d'écologie, on peut le dire, assez radicale et dérangeante. On va dire que c'est le Ravachol de... C'est le Ravachol ouais, c'est un titre journalistique là, mais c'est le Ravachol de l'écologie. Et puis dans les très 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 dérangeants, Cody Wilson, pareil, si vous ne connaissez pas, je vous laisse chercher. Ce que j'en retiens avant la présentation par Tancred de ces deux documentaires, c'est que finalement, qu'est-ce qui fait un anarchisme ? C'est un anarchiste. Enfin, si vous voulez savoir si quelqu'un est sincèrement et légitimement, j'aime pas le mot, parce que qui on est pour donner un quitus en quoi que ce soit aux autres, mais bon, en tout cas, face à la question de la reconnaissance et de la qualification d'une pensée anarchiste, à mon avis, il y a deux questions qui valent le coup d'être posées. Est-ce que au centre de la réflexion et de la proposition, il y a la question sociale ? Et c'est dans ton documentaire, j'ai trouvé ça vraiment lumineux au début de l'épisode 1, notamment à travers ce que disait Norman Baillargeon, mais pas que. Et en fait, voilà ce souci d'une certaine, à la fois d'une certaine liberté et d'un équilibre avec une certaine égalité ou équité, c'est un problème passionnant, au moins au 19e, et évidemment, il a plus qu'une actualité aujourd'hui. Et puis la deuxième question, qui me parle personnellement encore plus, mais ça engage que moi, c'est l'intention de réduire l'autorité à sa plus simple expression. Et du coup, ça m'avait ému de découvrir que l'internationale anarchiste, c'était d'abord une internationale anti-autoritaire. Et quand on dit sa plus simple expression, ça ne veut pas dire une expression nulle nécessairement. C'est encore une fois ce beau titre du pouvoir sans l'ordre, l'ordre sans le pouvoir. Voilà. Pardon pour cette longue présentation, mais je passe la parole à Tancred et merci de l'accueillir chaleureusement. Bon, merci Nicolas, merci au Café Collapse d'organiser cette présentation. Les films que vous allez voir, on les a terminés juste en fin de semaine dernière, enfin il y a 8 jours, donc c'est vraiment, ils sortent du four, ils ont encore des petits défauts, on va essayer de les améliorer, de les corriger. Un petit mot quand même pour ceux qui connaissent bien l'histoire libertaire. Je les invite à ne pas jouer aux exercices à trous, de voir tout ce qui manque, mais plutôt de s'intéresser à ce qu'il y a, qu'on ne connaît pas forcément. Parce qu'en réalité, les 2 épisodes que vous allez voir, donc le livre 3 et le livre 4, sont les versions courtes qui vont être présentées à la télévision. Et moi, je vais travailler maintenant sur les versions longues. Donc je ne développe en réalité qu'un aspect de l'histoire récente de l'anarchisme, des aspects complémentaires tout aussi importants que ceux qui sont évoqués là, seront évoqués dans des épisodes de 90 minutes, puisque ici, c'est des 52 minutes. Donc, c'est pratiquement en réalité le double du temps qu'il y aura sur ces 2 épisodes. Mais voilà, moi, je venais de les terminer. J'avais 2 projections qui s'étaient calées, et j'ai proposé de présenter sur le chemin les films. Et c'est vrai que j'ai été très surpris par le nombre de demandes, et je ne voyais pas pourquoi je dirais non. Donc, avec mon ami François, on a pris notre voiture et ça fait 8 jours qu'on est sur la route. On a encore quelques jours à faire. Ce matin, on était dans les Pyrénées, donc d'une chaîne de montagne à l'autre. Voilà. Alors, un petit point quand même pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes 1 et les épisodes 2. L'épisode 1 raconte vraiment la naissance du mouvement anarchiste, avec Proudhon qui est le premier à utiliser le terme anarchiste de manière positive. Jusque-là, l'anarchisme ou anarchiste, c'était une insulte qui était faite notamment au moment de la Révolution française pour ceux qui voulaient provoquer le désordre et le chaos. Et Proudhon est le premier à utiliser de manière positive l'anarchisme et d'en jeter en quelque sorte le fondement, refus de l'État, refus de la religion, refus du patronat. Après lui, et à cause des formes de répression qui vont s'exercer contre le mouvement ouvrier, contre les travailleurs, le mouvement paysan aussi, différentes tendances de l'anarchisme vont apparaître. Pour reprendre la grande classification que fait Gaetano Manfredonia
on a une forme d'anarchisme insurrectionnaliste qui est vraiment incarné, représenté par Bakounine. Un anarchisme qui est le syndicalisme révolutionnaire, vraiment le syndicalisme de combat, qui pense que c'est par la grève générale qu'on peut faire advenir la révolution. Face aux échecs de la Commune, à la tentative des propagandistes par le fait, commence à émerger une troisième tendance qui est celle des anarchistes individualistes, avec l'idée qu'on peut faire la révolution, disons, à une échelle individuelle et qu'il ne faut pas attendre que les autres changent pour changer soi-même. Et puis, un anarchisme que Gaetano Manfredonia a appelé les éducationnistes réalisateurs, ceux qui pensent que c'est par l'école et que peut-être l'homme aujourd'hui, où les femmes sont viciées, ont déjà le système dans la tête et que donc, à travers les écoles, on peut construire un homme, une femme nouvelle qui, eux, pourront bâtir librement la société juste future. Et alors, ces tendances de l'anarchisme, ce sont des grandes tendances. Hein, elles peuvent s'opposer, mais elles peuvent être complémentaires. En tout cas, un fait est que le mouvement anarchiste, qui était une part importante du mouvement ouvrier, du mouvement paysan à la veille de la Première Guerre mondiale, est cassé par la Première Guerre mondiale. Arrive donc le deuxième épisode qui s'appelle La mémoire des vaincus et donc qui va s'intéresser à la participation des anarchistes aux premières grandes révolutions du XXe siècle, avec cette idée que si le marxisme pensait que la classe ouvrière était moteur dans le processus révolutionnaire, les anarchistes depuis l'origine pensent que en fait, c'est tout le monde qui peut faire la révolution et notamment que les paysans peuvent être moteurs dans la révolution ou le lumpenprolétariat, ce qu'on appellerait aujourd'hui les caïras, peuvent être aux avant-postes de la révolution et non pas à l'avant-garde. Et donc, on étudiait, on voyait comment les anarchistes avaient participé d'abord à la première grande révolution qui est oubliée du XXe siècle, qui est la révolution mexicaine, avec les frères Flores Magón, et puis la participation des anarchistes, qui a été souvent oubliée, voire niée, à la révolution russe, et à côté de cette révolution russe, à la révolution libertaire en Ukraine, avec la Makhnovtchina et Nestor Makhno, donc qui résonne très fortement évidemment aujourd'hui et inspire des formes de résistance à l'agression de Poutine. Et puis, évidemment, un événement mythique dans l'histoire de l'anarchisme, mais aussi qui est porteur de plein d'espérance, parce que c'est un moment où tout un ensemble d'expériences qui avaient été pensées par les anarchistes, promues, défendues pendant des dizaines d'années, a pu se mettre en place sur un grand territoire pendant un temps long et être documenté. Là, derrière la guerre civile en Espagne, la révolution libertaire en Catalogne et plus largement en Aragon, dans un certain nombre de provinces espagnoles. Et là aussi, on a en quelque sorte cette fois les pouvoirs ligués qui viennent écraser ces tentatives révolutionnaires, à la fois les divisions des anarchistes entre eux que l'on voit au Mexique, mais les pouvoirs staliniens et la bourgeoisie qui s'unissent pour faire échouer toutes ces tentatives, avec parfois même le fascisme qui s'y ajoute. Et donc les épisodes 3 et 4 que vous allez voir commencent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec un anarchisme qui a été défait et vaincu partout. Et donc les deux grandes questions que je me suis posées dans ces deux épisodes, enfin en tout cas qui étaient un peu le fil directeur de ces deux épisodes, c'est d'abord au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans l'épisode 3, comment est-ce qu'on fait renaître de ses cendres un mouvement qui a été vaincu partout. Et vous allez voir que les anarchistes vont avoir très tôt l'idée de s'investir dans la bataille culturelle et de mener vraiment une guerre des idées afin de diffuser leurs pensées le plus largement possible. Et ils vont utiliser plusieurs tactiques et techniques pour essayer de le faire. Et puis dans l'épisode 4, au lendemain de mai 68, quand une révolution a été manquée, comment est-ce qu'on peut essayer de rattraper le train quand on a l'impression qu'il est passé, à travers l'idée de s'organiser en petits groupes et de vouloir précipiter la révolution avec une sorte de retour à la propagande par le fait, versus en quelque sorte la création d'un mouvement de masse qui soit beaucoup plus englobant. Et c'est la problématique un peu de l'épisode 3. Donc je vous remercie d'abord d'être venus aussi nombreux et je vous souhaite un joyeux visionnage et j'espère que les films vont vous plaire. Et puis on est là après pour en discuter. On fait une petite pause entre les deux pour que vous puissiez boire un coup. Moi je serai dans les parages. Et voilà, à tout à l'heure.